Vous savez, il y a une question que personne n'ose vraiment poser à voix haute, une question qui flotte dans l'air des dîners silencieux, dans les regards échangés, devant le miroir le matin, dans ces moments où l'on se retrouve seul avec ses pensées à 3 heures du matin et où l'on se demande si l'on est encore désirable, encore visible, encore capable d'inspirer quelque chose chez un homme. Cette question, je vais vous la poser aujourd'hui et je vais y répondre avec toute la rigueur scientifique et toute la chaleur humaine dont je suis capable, parce que vous méritez une réponse honnête, pas une réponse consolatrice, pas une réponse consolatrice, pas une réponse polie, mais une réponse vraie. Après 60 ans, les hommes ne désirent plus qu'une seule chose chez les femmes. Une seule. Et cette chose, ce n'est pas ce que vous pensez, ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas un corps parfait, ce n'est pas une silhouette de 20 ans. Et si vous avez passé les dernières années à vous battre contre votre reflet, à culpabiliser de chaque ride, à vous excuser d'exister dans un corps qui a vécu, alors ce que je vais vous dire aujourd'hui va peut-être changer quelque chose de fondamental dans votre façon de vous voir et dans votre façon d'être vu. Je suis psychiatre et psychothérapeute depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de patients, hommes et femmes, dans les moments les plus intimes et les plus vulnérables de leur existence. J'ai écouté des hommes de 60, 70, 75 ans me parler de ce qu'ils cherchaient vraiment dans une relation, de ce qui les faisait vibrer, de ce qui les retenait auprès d'une femme ou au contraire les poussait vers la porte. Et ce que j'ai entendu encore et encore avec une constance qui m'a parfois surpris moi-même, c'est quelque chose que la plupart des femmes ne s'attendent pas à entendre. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous dire quelque chose d'important, quelque chose que je dis rarement en introduction, mais qui me semble absolument nécessaire aujourd'hui. Vous êtes ici, vous regardez cette vidéo, vous cherchez des réponses. Et ça, en soi, c'est déjà un acte de courage, parce que beaucoup de femmes préfèrent ne pas regarder en face ce qui se passe dans leur vie amoureuse. Elles préfèrent l'anesthésie douce du quotidien, la série télévisée, le verre de vin, la conversation avec les amis qui dit que tous les hommes sont pareils et que de toute façon, à notre âge, c'est comme ça, vous avez choisi de chercher. Et ça dit quelque chose de très fort sur qui vous êtes. Maintenant, laissez-moi vous peindre une image que beaucoup d'entre vous reconnaîtront peut-être trop bien. Ami gêné, une femme de 55 ans, appelons-la Claire. Claire s'est levée ce matin comme tous les matins depuis que son mari est parti. Elle a fait son café, elle a regardé par la fenêtre, elle a vu les voisins d'en face partir ensemble dans leur voiture, se tenant la main, et elle a ressenti cette petite douleur familière, ce pincement quelque part entre la poitrine et le ventre que l'on ne sait pas vraiment comment nommer. Est-ce de la tristesse, de la jalousie, de la peur ? Probablement un peu des trois. Claire n'est pas une femme malheureuse dans le sens dramatique du terme. Elle a des amis, elle a un travail, elle a des enfants qui l'aiment. Mais il y a ce vide, cette place vide dans le lit, cette absence de quelqu'un qui la regarde vraiment, qui la voit vraiment, qui la désire vraiment. Et depuis que son mari est parti, depuis qu'il a dit ces mots terribles, je ne suis plus heureux, je veux autre chose, depuis ce jour-là, Claire s'est posé une question qui ne la quitte plus. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Qu'est-ce qui m'a manqué ? Qu'est-ce que les autres femmes ont que je n'ai pas ? Et si vous vous reconnaissez dans Claire, même partiellement, même un tout petit peu, alors restez avec moi. Parce que ce que je vais vous expliquer dans les prochaines heures pourrait bien être la conversation la plus importante que vous ayez eue depuis longtemps. Mais d'abord, je veux vous poser une question directe. Avez-vous déjà pensé que le problème, ce n'était peut-être pas vous ? Que ce que vous avez vécu, ce départ, cette distance, cette froideur progressive, ce n'était peut-être pas le signe que vous n'étiez pas assez bien, mais plutôt le signe que personne ne vous avait jamais expliqué les véritables règles du jeu, parce que personne ne nous les enseigne ces règles, ni à l'école, ni dans les films, ni dans les magazines. On nous donne des conseils de surface, des recettes de séduction qui appartiennent à une époque révolue, des injonctions contradictoires qui nous disent d'être à la fois forte et douce.
indépendante et disponible, naturelle et impeccable. Et au milieu de tout ça, on perd le fil de ce qui compte vraiment. Alors je vais vous redonner ce fil aujourd'hui, pas avec des formules magiques, pas avec des manipulations psychologiques douteuses, mais avec de la science, avec de la psychologie clinique, avec des années d'observation et d'écoute, et avec cette conviction profonde que les femmes de 45 à 65 ans sont parmi les êtres humains les plus fascinants, les plus riches, les plus désirables de toute espèce humaine. Et si vous ne le croyez pas encore, c'est parce que personne ne vous l'a dit de la bonne façon. Avant que je continue, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si ce que vous entendez jusqu'ici résonne avec vous, si vous sentez que cette conversation pourrait changer quelque chose dans votre vie, abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, pour vous, parce que je publie régulièrement des contenus qui vont dans ce sens, des outils concrets, des éclairages psychologiques, des réponses aux questions que vous n'osez pas poser ailleurs. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche et rejoignez cette communauté de femmes qui ont décidé de comprendre plutôt que de subir. Vous méritez d'avoir accès à ces informations et c'est gratuit. Alors pourquoi s'en priver? Revenons maintenant à notre sujet. Après 60 ans, les hommes ne désirent plus qu'une seule chose chez les femmes. Et pour comprendre ce que c'est, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans la psychologie masculine à cet âge-là. Parce que les hommes de 60 ans ne sont pas les hommes de 30 ans. Ils ont changé profondément. Et la plupart des femmes ne le savent pas ou ne veulent pas le croire parce que ça remettrait en question tout ce qu'elles ont cru savoir sur la séduction. Un homme de 30 ans est gouverné en grande partie par la testostérone, par l'ego, par le besoin de conquête, par la compétition sociale. Il cherche la validation, il cherche à prouver quelque chose à lui-même, aux autres, à son père, à son ex. Il est souvent superficiel dans ses critères, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'a pas encore eu le temps de se construire vraiment, de se confronter à sa propre mortalité, de perdre des gens qu'il aimait, de traverser des épreuves qui révèlent ce qui compte vraiment. Un homme de 60 ans, c'est une autre histoire, pas tous, bien sûr. Il y a des hommes de 60 ans qui ont la maturité émotionnelle d'un adolescent et on les connaît tous, on en a tous rencontré et on peut en rire parce que c'est franchement comique parfois. Mais un homme de 60 ans qui a fait un minimum de travail sur lui-même, qui a traversé des deuils, des séparations, des remises en question, cet homme-là cherche quelque chose de complètement différent. Et ce quelque chose, c'est précisément ce que les femmes de votre âge ont à offrir de manière unique et incomparable. Mais voilà le problème. Voilà le conflit au cœur de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. La plupart des femmes, après une séparation, après un divorce, après des années dans une relation qui s'est éteinte doucement, la plupart des femmes commencent à faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Elles commencent à se comparer aux femmes plus jeunes. Elles commencent à penser que la solution est dans leur apparence physique. Elles s'inscrivent à la salle de sport non pas parce qu'elles aiment leur corps, mais parce qu'elles ont peur de lui. Elles changent leur coiffure pour paraître plus jeunes. Elles achètent des vêtements qui ne leur ressemblent pas. Elles se mettent à parler différemment, à rire différemment, à se comporter différemment dans l'espoir de plaire à un homme qui, en réalité, ne cherche pas du tout ce qu'elle pense qu'il cherche. Et pendant ce temps-là, pendant que vous vous transformez en quelqu'un d'autre, pendant que vous vous effacez pour correspondre à une image qui n'est pas la vôtre, votre ex, lui ou l'homme que vous aimez ou l'homme que vous voulez attirer, cet homme-là s'éloigne. Pas parce que vous n'êtes pas assez bien, mais parce que vous lui montrez exactement l'inverse de ce qu'il cherche vraiment. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire mal. Quelque chose que je dis avec toute la bienveillance dont je suis capable, mais que je dois dire quand même parce que c'est la vérité. Si vous ne comprenez pas ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, si vous continuez à chercher dans la mauvaise direction, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'irréparable. Pas parce que vous n'êtes pas capable, pas parce que vous n'êtes pas capable,
Pas parce que vous n'êtes pas désirable, mais parce que vous utiliserez vos énergies, votre temps, votre beauté, votre intelligence, tout ce que vous avez de précieux dans la mauvaise direction, et pendant que vous cherchez dans la mauvaise direction, la vie continue, les hommes continuent. Et certains d'entre eux, y compris peut-être votre ex, y compris peut-être l'homme qui vous a quitté ou que vous avez quitté, certains d'entre eux vont trouver quelqu'un. Pas nécessairement quelqu'un de plus jeune, pas nécessairement quelqu'un de plus beau, mais quelqu'un qui sait quelque chose que vous ne savez pas encore, quelqu'un qui a compris ce que les hommes de cet âge cherchent vraiment. Et cette femme-là, elle va construire avec lui une vie, une complicité, une intimité, pendant que vous continuerez à chercher dans les mauvaises directions. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Enfin si, un peu, parce que parfois la peur est le seul moteur qui nous fait vraiment bouger, et je préfère vous faire peur avec la vérité que vous endormir avec des mensonges confortables. Mais je vous dis surtout ça, parce que je sais, j'ai vu dans mon cabinet, j'ai vu dans les études, j'ai vu dans les témoignages de centaines de femmes que quand on comprend ce que je vais vous expliquer, quand on intègre vraiment ces principes, les choses changent, pas comme par magie, pas du jour au lendemain, mais elles changent profondément et durablement. Alors restez avec moi, parce que nous n'avons fait que commencer, et ce qui vient ensuite, c'est là où ça devient vraiment intéressant. Laissez-moi vous parler d'une étude. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Californie qui ont interrogé des centaines d'hommes entre 55 et 75 ans sur ce qu'ils cherchaient dans une relation amoureuse ou une relation intime. Les résultats ont surpris même les chercheurs parce que les critères physiques qui arrivent en tête chez les hommes de 20 à 35 ans disparaissent presque complètement après 60 ans. Ils ne disparaissent pas totalement, bien sûr, l'attraction physique reste présente, mais elle descend si bas dans la liste des priorités qu'elle devient presque anecdotique. Ce qui arrive en tête, ce qui écrase tout le reste dans cette étude, c'est quelque chose que les chercheurs ont appelé la présence authentique. La présence authentique. Deux mots qui méritent qu'on s'y arrête longuement parce qu'ils contiennent tout ce que je veux vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que la présence authentique ? Ce n'est pas un concept mystique, ce n'est pas une notion vague et incontrôlable, c'est quelque chose de très précis, de très concret et surtout de très accessible. La présence authentique, c'est la capacité à être vraiment là, vraiment soi, vraiment vivante dans l'instant et dans la relation. C'est l'opposé de la performance, c'est l'opposé du masque, c'est l'opposé de cette version de vous-même que vous mettez en scène pour plaire, pour rassurer, pour éviter le conflit, pour ne pas prendre de place. Et voilà quelque chose de fascinant, quelque chose que je trouve profondément juste et même un peu ironique. Les femmes de 45 à 65 ans sont par définition, par construction, par tout ce qu'elles ont traversé, les êtres humains les mieux équipés pour offrir cette présence authentique. Elles ont vécu, elles ont souffert, elles ont aimé, elles ont perdu, elles ont reconstruit, elles ont appris à se connaître d'une façon que les femmes de 20 ans n'ont pas encore eu le temps d'apprendre. Elles ont une profondeur, une substance, une richesse intérieure qui est absolument incomparable. Le problème, c'est que beaucoup d'entre elles passent leur temps à cacher exactement cette richesse, à la minimiser, à s'en excuser, à la couvrir sous des couches de performance et d'anxiété et de comparaison. Et ce faisant, elles privent les hommes de 60 ans de précisément ce qu'ils cherchent le plus au monde. Voyez le paradoxe, vous avez exactement ce qu'ils cherchent et vous le cachez. Pas par malveillance, pas par stupidité, mais parce que personne ne vous a jamais dit que c'était votre plus grand atout. Parce que la culture, les médias, les magazines, les réseaux sociaux vous ont répété pendant des décennies que votre valeur était dans votre apparence, dans votre jeunesse, dans votre capacité à être désirable selon des critères qui franchement, appartiennent à une industrie qui gagne de l'argent en vous faisant sentir insuffisante.
Je vais vous dire quelque chose que j'ai dit à une patiente il y a quelques années, une femme de 58 ans qui était venue me voir après son divorce, complètement dévastée, convaincue qu'elle ne serait plus jamais désirée. Je lui ai dit, vous êtes comme un grand vin, vous avez besoin de temps pour atteindre votre complexité. Un vin de 20 ans, c'est agréable. Mais un grand Bordeaux de 30 ans, de 40 ans, c'est quelque chose d'une profondeur et d'une richesse qu'aucun vin jeune ne peut égaler. Et les vrais connaisseurs, les hommes qui ont eux-mêmes vieilli, qui ont eux-mêmes développé leur propre complexité, ces hommes-là savent exactement ce qu'ils ont dans le verre quand ils sont en face d'une femme comme vous. Elle m'a regardé avec ce mélange de scepticisme et d'espoir qui est si caractéristique de ces moments-là. Elle m'a dit, c'est joli comme image, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Et je lui ai répondu, vous avez raison, ça ne marche pas comme ça si vous continuez à vous comporter comme un vin de 20 ans. Si vous continuez à jouer la carte de la jeunesse perdue, à vous excuser de votre âge, à cacher votre profondeur. Mais si vous apprenez à vous présenter comme ce que vous êtes vraiment, un être humain d'une richesse et d'une complexité exceptionnelle, alors tout change. 2 ans plus tard, cette femme était dans une relation épanouissante avec un homme de 62 ans qui lui disait régulièrement qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi vivant, d'aussi présent, d'aussi réel. Ce n'est pas un conte de fées, c'est de la psychologie appliquée. Mais revenons à cette question de la présence authentique, parce que je veux aller plus loin. Je veux vous expliquer exactement pourquoi les hommes de 60 ans cherchent ça, d'un point de vue neurologique et psychologique. Parce que quand on comprend le pourquoi, on comprend beaucoup mieux le comment. Un homme de 60 ans a, dans la grande majorité des cas, déjà vécu une ou plusieurs relations longues. Il a connu le confort et l'ennui du quotidien. Il a connu la distance progressive qui s'installe quand 2 personnes cessent de vraiment se voir. Il a peut-être connu l'infidélité, la sienne ou celle de sa partenaire. Il a connu des deuils, des pertes, des maladies dans son entourage. Et tout ça l'a amené à une prise de conscience que les études en psychologie gérontologique décrivent très bien. À partir d'un certain âge, les êtres humains, hommes et femmes, opèrent ce que les chercheurs appellent une sélection socio-émotionnelle. Ils deviennent beaucoup plus sélectifs dans leurs relations. Ils préfèrent la qualité à la quantité, ils préfèrent la profondeur à la superficie. Ils préfèrent l'authenticité à la performance et cette sélection socio-émotionnelle est particulièrement marquée chez les hommes qui ont eu une relation longue et qui se retrouvent seuls après 60 ans. Ces hommes-là, contrairement à ce que beaucoup de femmes imaginent, ne cherchent pas une aventure superficielle. Ils ne cherchent pas à reproduire leur jeunesse. Ils cherchent quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais vraiment eu ou qu'ils ont eu et perdu et dont l'absence les ronge, et ils cherchent une connexion réelle, une intimité vraie, quelqu'un avec qui ils peuvent être eux-mêmes sans performance, sans masque, sans avoir à maintenir une façade. Et voilà pourquoi la présence authentique est si puissante, parce qu'elle répond exactement à ce besoin fondamental. Quand un homme de 60 ans rencontre une femme qui est vraiment là, vraiment elle-même, vraiment vivante et présente, il ressent quelque chose qu'il n'a peut-être pas ressenti depuis très longtemps. Il ressent qu'il peut lui aussi être vraiment là, vraiment lui-même. Et cette sensation est absolument irrésistible à cet âge-là. Mais attendez, parce que je n'ai pas encore tout dit, il y a quelque chose d'encore plus profond, d'encore plus spécifique, que je veux vous expliquer, quelque chose qui touche à la façon dont les hommes de 60 ans vivent leur propre mortalité. Et je sais que ça peut sembler un peu sombre comme sujet, mais restez avec moi parce que c'est là que ça devient vraiment fascinant. À partir de 60 ans, et parfois bien avant, les hommes commencent à avoir ce que les psychologues appellent une conscience accrue de la finitude. Ils savent que le temps qui leur reste est compté. Pas de façon obsessionnelle, pas de façon paralysante,
mais cette conscience est là, en arrière-plan, et elle colore tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils cherchent. Et face à cette conscience de la finitude, ce que les hommes cherchent le plus, c'est quelqu'un qui leur donne le sentiment d'être vivant, vraiment vivant. Pas de survivre, pas de passer le temps, mais de vivre pleinement, intensément, avec toute la richesse que l'existence peut offrir. Et qui peut donner ce sentiment mieux qu'une femme qui a elle-même traversé des épreuves et qui a choisi de rester vivante, de rester curieuse, de rester ouverte. Une femme qui a connu la douleur et qui n'en est pas devenue amère. Une femme qui a connu la perte et qui n'en est pas devenue fermée. Une femme qui a connu le doute et qui n'en est pas devenue paralysée. Cette femme-là, elle rayonne quelque chose de particulier. Elle rayonne ce que j'appelle la vitalité gagnée. Pas la vitalité naïve de la jeunesse qui est belle mais fragile, mais la vitalité profonde de quelqu'un qui a choisi de vivre malgré tout, qui a choisi la joie, malgré la connaissance de la souffrance. Et cette vitalité gagnée, c'est exactement ce que les hommes de 60 ans cherchent. Pas consciemment, pas toujours avec des mots, mais quand ils la rencontrent, ils la reconnaissent immédiatement. Et ils y sont attirés comme des papillons vers la lumière. Permettez-moi de vous parler d'un autre homme que j'ai accompagné dans mon cabinet. Un homme de 64 ans, divorcé depuis 3 ans, qui me disait qu'il avait eu plusieurs relations depuis son divorce, avec des femmes plus jeunes, des femmes qui correspondaient à ce qu'il pensait vouloir. Et il me disait, je ne comprends pas, elles sont belles, elles sont agréables, mais après quelques semaines, je me sens seul même quand je suis avec elles. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui vous manque exactement. Et il a réfléchi un long moment et il a dit, je crois que ce qui me manque, c'est quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui comprend ce que c'est que de perdre quelque chose. Quelqu'un avec qui je peux parler de la vraie vie sans que ça lui fasse peur. Quelques mois plus tard, il a rencontré une femme de 57 ans et quand il m'en a parlé, il y avait un regard que je n'avais pas vu depuis le début de notre travail ensemble. Il m'a dit avec elle, je me sens vivant, vraiment vivant. Pas parce qu'elle est parfaite, pas parce qu'elle est la plus belle femme que j'ai rencontrée, mais parce qu'elle est là, vraiment là, et elle me permet d'être là aussi. Voilà ce que les hommes de 60 ans cherchent. Et voilà pourquoi vous, femmes de 45 à 65 ans, vous êtes exactement ce dont ils ont besoin. Mais encore une fois, à condition de comprendre comment le montrer, comment l'offrir, comment ne pas le cacher derrière la peur et la performance. Alors maintenant, je vais vous parler de ce que j'appelle les 5 piliers de la présence authentique. Ce sont 5 dimensions concrètes, 5 aspects pratiques que vous pouvez commencer à développer dès aujourd'hui et qui vont transformer non seulement votre attractivité aux yeux des hommes, mais aussi et surtout votre relation à vous-même. Parce que c'est toujours dans cet ordre que ça fonctionne. D'abord vous, ensuite les autres. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle la paix avec votre histoire. Pas la résignation, pas l'indifférence, mais la paix active, la paix qui intègre. Votre histoire, avec tout ce qu'elle contient de beau et de douloureux, de réussi et de raté, de glorieux et de honteux, votre histoire est exactement ce qui vous rend unique et irremplaçable. Les hommes de 60 ans le sentent immédiatement quand une femme est en guerre avec son passé. Cette guerre se manifeste de 1000 façons. Dans la façon dont on parle de son ex avec une amertume qui n'a pas été digérée, dans la façon dont on évite certains sujets avec une tension qui dit clairement qu'il y a des zones interdites, dans la façon dont on réagit de façon disproportionnée à certaines situations parce qu'elle réactive de vieilles blessures. Et cette guerre intérieure, elle est épuisante pour tout le monde. Pour vous d'abord, mais aussi pour les hommes qui vous approchent, qui sentent qu'il y a des mines cachées partout, qu'il faut faire attention à chaque mot, qu'une conversation anodine peut soudainement devenir un champ de bataille. Et les hommes de 60 ans, qui ont souvent eux-mêmes traversé des guerres intérieures, qui cherchent précisément à sortir de ces zones de tension. Ces hommes-là vont naturellement se diriger vers les femmes qui ont fait la paix avec leur histoire. Faire la paix avec votre histoire ne signifie pas oublier, ne signifie pas
pardonner dans le sens de dire que tout était acceptable. Ça signifie intégrer, ça signifie avoir transformé la blessure en quelque chose qui vous appartient, qui fait partie de vous sans vous définir, qui vous a appris quelque chose sans vous avoir brisé. Et cette intégration, elle se voit, elle se sent, elle rayonne d'une façon que les mots ne peuvent pas vraiment décrire, mais que tout le monde ressent. Comment faire la paix avec votre histoire ? C'est un travail, je ne vais pas vous mentir, parfois c'est un travail qui nécessite un accompagnement professionnel. Mais il y a des pratiques concrètes qui aident énormément. L'une d'elles que je recommande souvent, c'est ce que j'appelle la lettre de gratitude à vos épreuves. Pas une lettre à votre ex, pas une lettre à ceux qui vous ont fait du mal, mais une lettre à vos épreuves elles-mêmes. Une lettre dans laquelle vous leur dites « Voilà ce que vous m'avez appris, voilà ce que vous m'avez donné, voilà comment vous m'avez rendue plus forte, plus sage, plus profonde. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, c'est un exercice de recadrage cognitif qui a été validé par des dizaines d'études en psychologie positive. Et il change quelque chose de fondamental dans la façon dont vous portez votre histoire. » Le deuxième pilier, c'est ce que j'appelle la présence corporelle consciente. Et je veux être très clair sur ce que je veux dire par là, parce que ce n'est pas du tout ce que vous pensez peut-être. Ce n'est pas un régime, ce n'est pas une routine de sport, ce n'est pas une question de taille ou de poids ou de forme. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental et de beaucoup plus puissant. La présence corporelle consciente, c'est la façon dont vous habitez votre corps. C'est la relation que vous avez avec votre propre enveloppe physique. Et cette relation, dans votre façon de regarder les gens, dans votre façon d'occuper l'espace. Une femme qui est en guerre avec son corps, qui se cache, qui s'excuse d'exister physiquement, qui se ratatine pour prendre le moins de place possible. Cette femme-là envoie un signal très clair à son entourage. Elle dit « Je ne vaux pas la peine d'être regardée » et les gens, les hommes en particulier, ont tendance à la croire. À l'inverse, une femme qui habite son corps avec une certaine taie qui marche comme si elle avait le droit d'être là, qui vous regarde dans les yeux sans détourner le regard, qui rit franchement sans se couvrir la bouche, cette femme-là attire les regards, pas parce qu'elle est physiquement parfaite, mais parce qu'elle est physiquement parfaite, mais parce qu'elle rayonne quelque chose que les gens veulent approcher. Et voici quelque chose que les études en neurosciences sociales nous montrent de façon très claire. Les signaux de présence corporelle sont traités par notre cerveau avant même que nous ayons conscience de les avoir perçus. Autrement dit, avant même que vous ayez dit un mot, avant même que vous ayez souri ou fait une blague ou montré votre intelligence, la façon dont vous habitez votre corps a déjà dit quelque chose de fondamental sur vous. Et ce quelque chose va déterminer en grande partie si les gens ont envie de vous approcher ou pas. Comment développer cette présence corporelle consciente ? Il y a plusieurs pratiques. L'une des plus simples et des plus efficaces, c'est ce que j'appelle la pratique des 3 respirations. Avant d'ancrer dans n'importe quelle situation sociale, avant une rencontre, avant une soirée, avant une conversation importante, prenez 3 respirations profondes et conscientes. Prenez 3 respirations profondes et conscientes en vous concentrant sur la sensation physique de votre corps dans l'espace. Sentez vos pieds sur le sol. Sentez le poids de votre corps. Sentez l'air dans vos poumons. Ça prend 30 secondes. Et ça change complètement la façon dont vous entrez dans la pièce. Une autre pratique, c'est ce que j'appelle le scan corporel bienveillant. Chaque matin, avant de vous lever, prenez 2 minutes pour parcourir votre corps avec votre attention de la tête aux pieds et au lieu de chercher ce qui ne va pas, au lieu de noter les zones de douleur ou les parties que vous n'aimez pas, cherchez ce qui fonctionne, cherchez les sensations neutres ou agréables, votre cœur qui bat, votre respiration qui continue.
la chaleur de votre corps sous les draps, ce n'est pas de la négation des problèmes, c'est un entraînement de l'attention vers ce qui est là, ce qui fonctionne, ce qui vous permet d'être vivante. Et cet entraînement change progressivement votre rapport à votre corps et donc la façon dont vous l'habitez. Le troisième pilier de la présence authentique, c'est ce que j'appelle la curiosité vivante. Et c'est peut-être le pilier le plus puissant de tous, celui qui a le plus d'impact sur l'attractivité à long terme. Et pourtant, c'est celui dont on parle le moins. La curiosité vivante, c'est cette qualité d'être vraiment intéressé par le monde, par les idées, par les gens, par la vie dans toutes ses manifestations. C'est l'opposé de la fermeture, de la résignation, de cet état dans lequel on se retrouve parfois après des années de douleur, cet état où l'on a décidé inconsciemment qu'on avait déjà tout vu, tout vécu, tout compris et qu'il n'y avait plus grand-chose à espérer. Les hommes de 60 ans, je vous le dis avec toute la certitude que mes années de pratique clinique me donnent, les hommes de 60 ans sont absolument irrésistiblement attirés par les femmes qui ont cette curiosité vivante parce que cette curiosité est contagieuse. Elle leur donne le sentiment que la vie est encore pleine de possibilités. Elle leur rappelle que vieillir ne signifie pas se fermer, ne signifie pas se rétrécir, ne signifie pas se résigner. J'ai eu en consultation un homme de 67 ans qui me parlait de sa nouvelle compagne, une femme de 61 ans. Il me disait ce qui me fascine chez elle, c'est qu'elle s'intéresse à tout. La semaine dernière, elle m'a expliqué pendant 1 heure un documentaire qu'elle avait vu sur les pieuvres. Les pieuvres, et j'étais captivé. Pas parce que les pieuvres m'intéressent particulièrement, mais parce qu'elle était tellement vivante en parlant, tellement présente, tellement enthousiaste, que je voulais être dans ce monde avec elle et qu'elle. Voilà ce que la curiosité vivante fait. Elle crée un monde dans lequel les autres ont envie d'entrer. Elle transforme le quotidien en quelque chose de riche et de fascinant et elle dit à l'autre, avec toi, la vie ne sera jamais ennuyeuse. Avec toi, il y aura toujours quelque chose à découvrir, à explorer, à partager. Comment cultiver cette curiosité vivante ? C'est plus simple qu'on ne le pense, mais ça demande une décision consciente. Ça demande de penser, mais ça demande de choisir délibérément de s'intéresser au monde plutôt que de se replier sur ses peurs et ses ruminations. Ça peut commencer par quelque chose de très simple, un livre dans un domaine que vous ne connaissez pas. Un documentaire sur un sujet qui ne vous aurait pas attiré spontanément, une conversation avec quelqu'un de très différent de vous, une promenade dans un quartier que vous ne connaissez pas. Chaque acte de curiosité, aussi petit soit-il, est un acte de vitalité. Et ces actes s'accumulent et transforment progressivement votre rapport au monde et votre façon d'être dans le monde. Le quatrième pilier, c'est ce que j'appelle l'expression directe et bienveillante. Et c'est là que je vais peut-être vous bousculer un peu, parce que ce que je vais vous dire va à l'encontre de ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, surtout nous les femmes. L'expression directe et bienveillante, c'est la capacité à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, de façon claire et directe, sans agressivité, sans manipulation, sans ces détours et ces sous-entendus et ces messages indirects que beaucoup de femmes utilisent parce qu'elles ont appris que beaucoup de femmes utilisent parce qu'elles ont appris que dire directement ce qu'on pense est dangereux, est improprié et trop. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Les hommes de 60 ans adorent les femmes directes. Pas les femmes agressives, pas les femmes qui disent tout ce qui leur passe par la tête sans filtre ni considération pour l'autre, mais les femmes qui peuvent dire clairement voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens, voilà ce que je veux. Ces femmes-là sont un soulagement immense pour les hommes qui ont passé des décennies à déchiffrer des messages codés, à essayer de comprendre ce que leur partenaire voulait vraiment dire quand elle disait que tout allait bien alors que manifestement tout n'allait pas bien. La directivité bienveillante est perçue par les hommes matures comme un signe d'intelligence, de confiance en soi et de respect. Respect pour eux parce qu'on leur fait confiance pour gérer la vérité.
Irrespect pour soi parce qu'on considère que ses propres pensées et sentiments méritent d'être exprimés. Alors voici une pratique concrète. Pendant les prochaines semaines, chaque fois que vous êtes sur le point de dire quelque chose d'indirect, quelque chose de codé, quelque chose qui dit le contraire de ce que vous pensez vraiment, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, une seconde et demandez-vous. Quelle est la version directe et bienveillante de ce que je veux dire? Pas brutale, pas agressive, mais directe. Essayez de dire cette version-là. Vous allez peut-être vous sentir vulnérable au début, c'est normal. La directivité demande du courage, mais les réactions que vous allez obtenir vont vous surprendre agréablement. Le 5e pilier, et c'est peut-être le plus important de tous, c'est ce que j'appelle la joie souveraine. La joie souveraine, c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une joie qui n'est pas conditionnelle à ce que les autres font ou ne font pas. Une joie qui vient de l'intérieur et qui rayonne vers l'extérieur. Et je veux être très clair sur ce que je ne veux pas dire. Je ne vous parle pas de bonheur forcé. Je ne vous parle pas de cette injonction terrible au positif que notre époque nous impose, cette obligation d'être heureuse tout le temps, de sourire même quand on souffre, de performer la joie pour les autres. Ça, c'est épuisant. Et c'est faux et les gens le sentent. Je vous parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus réel. La joie souveraine, c'est la capacité à trouver de la beauté et du sens dans le quotidien, même quand la vie est difficile. C'est la capacité à ressentir du plaisir dans les petites choses, un café chaud, un rayon de soleil, une conversation qui fait rire, sans que ce plaisir soit gâché par la culpabilité ou l'anxiété ou le sentiment qu'on ne mérite pas d'être heureuse. Les hommes de 60 ans sont attirés par les femmes qui ont cette joie souveraine comme des abeilles sont attirées par les fleurs parce que cette joie dit quelque chose de fondamental. Elle dit « je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma peau ». Je n'ai pas besoin de toi pour être heureuse, mais je serais ravie de partager cette joie avec toi si tu le souhaites. Et cette position-là est infiniment plus attractive que la position de quelqu'un qui cherche un autre pour combler un vide, pour réparer une blessure, pour valider une valeur qu'elle ne se reconnaît pas elle-même. Comment cultiver la joie souveraine? C'est un travail quotidien, un entraînement de l'attention. L'une des pratiques les plus efficaces que je connaisse et qui est validée par des décennies de recherche en psychologie positive, c'est ce que j'appelle le journal des 3 bonnes choses. Chaque soir, avant de dormir, notez 3 choses qui ont été bonnes dans votre journée, pas nécessairement des grandes choses. Pas nécessairement des événements extraordinaires, juste 3 moments, 3 sensations, 3 instants qui ont eu quelque chose de positif. Et notez non seulement ce qui s'est passé, mais pourquoi c'était bon. Quel besoin cela a-t-il satisfait? Quelle valeur cela a-t-il reflété? Cette pratique faite régulièrement pendant quelques semaines change littéralement la structure de votre attention. Elle entraîne votre cerveau à remarquer le positif, pas à ignorer le négatif, mais à ne pas le laisser monopoliser toute votre attention. Et progressivement, cette façon de voir le monde change votre façon d'être dans le monde, et votre façon d'être dans le monde change la façon dont les autres vous voient et vous ressentent. Maintenant, je veux vous parler d'autre chose. Je veux vous parler de ce que j'appelle les pièges de la reconquête. Parce que beaucoup de femmes qui ont perdu une relation ou qui ont peur de perdre une relation ou qui cherchent à construire une nouvelle relation tombent dans ces pièges de façon presque systématique. Et ces pièges, non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils produisent exactement l'effet inverse de ce qu'on cherche. Le premier piège, c'est ce que j'appelle la stratégie de la rareté artificielle. C'est quand on décide de se rendre moins disponible de façon calculée, de ne pas répondre aux messages tout de suite, de faire semblant d'être très occupé, de créer une illusion de rareté pour susciter le désir. Et oui, ça peut fonctionner à court terme avec certains hommes, surtout les hommes plus jeunes qui ont encore des comportements de chasse. Mais avec les hommes de 60 ans, ça ne fonctionne pas. Pire, ça agace. Parce que ces hommes-là ont déjà joué à ces jeux dans leur jeunesse. Ils les reconnaissent immédiatement.
et ils n'ont plus envie d'y participer. Ce qui fonctionne avec les hommes de 60 ans, ce n'est pas la rareté artificielle, c'est ce que j'appelle la disponibilité qualitative, c'est être vraiment présente quand on est là, vraiment engagé, vraiment intéressé, et avoir par ailleurs une vie riche et pleine qui fait que vous n'êtes pas disponible à n'importe quel moment, non pas parce que vous le calculez, mais parce que vous le calculez, mais parce que vous avez une vie qui vous appartient et qui vous nourrit. Le deuxième piège, c'est la comparaison avec les femmes plus jeunes. C'est cette tendance à se mesurer aux femmes de 30 ou 40 ans, à essayer de rivaliser sur leur terrain, à adopter leur code vestimentaire, leur façon de parler, leur façon de se présenter sur les réseaux sociaux. Et je comprends d'où ça vient. La peur est compréhensible, mais cette stratégie est non seulement inefficace, elle est aussi profondément dommageante pour vous, parce qu'elle vous place dans une position de compétition que vous ne pouvez pas gagner, pas parce que vous n'êtes pas assez bien, mais parce que vous jouez sur le mauvais terrain. Votre terrain, c'est celui de la profondeur, de la richesse, de l'authenticité, de la vitalité gagnée. Votre terrain, c'est précisément là où les femmes plus jeunes ne peuvent pas vous suivre, pas encore, pas avant d'avoir vécu ce que vous avez vécu. Alors restez sur votre terrain. C'est là que vous êtes imbattable. Le troisième piège, c'est ce que j'appelle l'effacement préventif. C'est quand on minimise ses propres besoins, ses propres désirs, ses propres opinions pour ne pas déranger, pour ne pas prendre trop de place, pour ne pas risquer de faire fuir l'autre. On dit oui quand on pense non, on accepte des situations qui ne nous conviennent pas, on se rend si accommodante, si malléable, si peu exigeante qu'on finit par disparaître en tant que personne réelle. Et paradoxalement, cet effacement préventif produit exactement ce qu'il cherche à éviter. Parce que les hommes de 60 ans ne cherchent pas une femme qui dit oui à tout. Ils cherchent une femme réelle avec des opinions, des désirs, des limites. Une femme qui a une consistance, une substance. Et une femme qui s'efface, qui dit toujours oui, qui n'a jamais d'avis, cette femme-là devient invisible, pas désagréable, pas repoussante, juste invisible. Et l'invisibilité, c'est la mort du désir. Alors permettez-vous d'exister, c'est la mort du désir, alors permettez-vous d'exister. Permettez-vous d'avoir des opinions et de les exprimer. Permettez-vous de dire non quand c'est non. Permettez-vous d'avoir des désirs et de les formuler. C'est ça la présence authentique, c'est ça qui crée l'attraction réelle et durable. Je veux maintenant vous parler d'une dimension que j'ai un peu mise de côté jusqu'ici et qui est pourtant absolument fondamentale. Je veux vous parler de l'intelligence émotionnelle et de son rôle dans l'attractivité après 60 ans. Pas l'intelligence émotionnelle au sens de gérer ses émotionnels, au sens de gérer ses émotions pour ne pas les montrer. Mais l'intelligence émotionnelle, au sens plein du terme, la capacité à reconnaître, à comprendre et à naviguer dans le monde émotionnel de façon fluide et authentique. Les femmes ont en général une intelligence émotionnelle naturellement plus développée que les hommes. Ce n'est pas un jugement de valeur. C'est une observation qui est documentée dans des dizaines d'études en psychologie sociale. Et cette intelligence émotionnelle, qui a souvent été présentée comme une faiblesse ou comme quelque chose de secondaire dans notre culture, est en réalité un atout extraordinaire, particulièrement dans les relations avec les hommes de 60 ans, parce que ces hommes-là, qui ont souvent passé des décennies à comprimer leurs émotions, à les nier, à les gérer de façon maladroite, ces hommes-là arrivent à un âge où ils commencent à avoir accès à leur vie émotionnelle d'une façon qu'ils n'avaient pas avant. Et quand ils rencontrent une femme qui est à l'aise avec les émotions, qui peut les nommer, qui peut les accueillir sans en avoir peur, qui peut créer un espace où il est safe de ressentir, cette femme-là devient quelque chose d'extraordinairement précieux pour eux.
J'ai eu un patient, un homme de 63 ans, ancien militaire, quelqu'un qui avait passé toute sa vie à être fort, à ne pas montrer ses émotions, à gérer et à contrôler. Et il me parlait de sa nouvelle compagne avec une tendresse et une admiration qui m'ont profondément touché. Il me disait, elle est la première personne de ma vie avec qui je peux pleurer sans avoir honte. Elle est la première personne qui ne me dit pas de me ressaisir quand je suis triste. Elle est là, elle écoute, elle comprend. Et ça, pour moi, c'est plus précieux que n'importe quoi d'autre. Voilà ce que l'intelligence émotionnelle peut offrir, voilà ce que vous pouvez offrir. Et c'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se simule pas, qui ne peut pas être reproduit par une femme plus jeune qui n'a pas encore eu le temps de développer cette profondeur émotionnelle. Mais comment utiliser cette intelligence émotionnelle de façon concrète dans vos relations ? Il y a plusieurs choses importantes. La première, c'est d'apprendre à écouter vraiment, pas à écouter en attendant votre tour de parler. Pas à écouter en cherchant comment vous allez répondre, mais à écouter avec toute votre attention, avec tout votre corps, avec cette qualité de présence qui dit à l'autre, je suis là, je t'entends, ce que tu dis compte. La deuxième, c'est d'apprendre à nommer les émotions sans les dramatiser. Quand vous sentez que l'autre est triste ou anxieux ou en colère, au lieu d'ignorer ou de minimiser, vous pouvez simplement dire « Je sens que quelque chose te pèse, tu veux en parler ». Cette simple phrase, prononcée avec douceur et sans pression, peut ouvrir des espaces de connexion extraordinaires. La troisième, c'est d'apprendre à accueillir vos propres émotions sans vous en excuser. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'avoir peur. Ces émotions ne sont pas des faiblesses, elles sont des informations. Et une femme qui peut accueillir ses propres émotions avec cette dignité tranquille, sans les nier et sans en être submergée, cette femme-là inspire une confiance et une admiration profonde, Permettez-moi de vous poser une question maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes sentie vraiment vivante, vraiment présente, vraiment vous-même, pas la version de vous-même que vous montrez aux autres, pas la version que vous pensez devoir être, mais vous vraiment avec toute votre complexité et votre richesse et vos contradictions. Quand était-ce ? Et qu'est-ce qui vous en a éloigné ? Je pose cette question parce que cette femme-là, cette version vraiment vivante de vous-même, c'est précisément celle que les hommes de 60 ans cherchent. Et si vous l'avez perdue quelque part en chemin, si vous l'avez mise de côté pour vous adapter, pour survivre, pour ne pas déranger, il est temps de la retrouver, pas pour eux, d'abord pour vous, mais aussi parce que c'est en retrouvant cette femme-là que vous deviendrez irrésistible. Je veux maintenant aborder un sujet que beaucoup de femmes trouvent difficile, voire douloureux. Je veux vous parler de la sexualité après 60 ans. Et je veux vous en parler avec la même franchise et la même rigueur scientifique avec laquelle j'aborde tous les autres sujets. Parce que la sexualité est une dimension fondamentale de l'être humain et elle mérite d'être traitée sérieusement et sans tabou. La sexualité des femmes après 50 ou 60 ans a longtemps été soit ignorée, soit caricaturée, soit on faisait comme si elle n'existait pas, soit on la réduisait à des blagues douteuses sur la ménopause et les bouffées de chaleur. Et cette invisibilité et cette caricature ont causé des dommages considérables. Elles ont fait croire à des générations de femmes que leur vie sexuelle était terminée à un certain âge, que le désir était une chose de jeunesse, que vouloir encore être désiré et désirer était quelque chose d'un peu pathétique après 50 ans. C'est faux, profondément, scientifiquement, cliniquement faux. Les études sur la sexualité des femmes, après 50 ans, montrent de façon très claire que le désir ne disparaît pas avec l'âge. Il se transforme, il change de nature, il devient souvent plus profond, plus riche, moins centré sur la performance et plus centré sur la connexion.
Et cette transformation est une évolution, pas une régression. Les femmes, après 50 ans, ont souvent une relation à leur sexualité qui est plus libre, plus authentique, moins chargée d'anxiété et de performance que dans leur jeunesse. Elles savent mieux ce qu'elles veulent, elles sont moins inhibées par le regard des autres. Elles sont capables d'une présence et d'une connexion dans l'intimité qui est d'une qualité que les femmes plus jeunes n'ont généralement pas encore atteinte. Et les hommes de 60 ans le savent. Ceux qui ont de l'expérience et de la maturité le savent parfaitement. Ils savent que l'intimité avec une femme de leur âge, une femme qui est à l'aise avec son corps et avec son désir, une femme qui est vraiment présente dans l'intimité, est quelque chose d'une qualité incomparable. Le problème, encore une fois, c'est que beaucoup de femmes ont intériorisé le message culturel qui dit que leur corps n'est plus désirable après un certain âge. Et ce message, elles le croient tellement fort qu'elles commencent à se comporter comme si c'était vrai, elles évitent l'intimité, elles éteignent la lumière, elles s'excusent de leur corps. Et ce faisant, elles créent exactement la distance qu'elles redoutaient. La clé, encore une fois, c'est la présence authentique. C'est la capacité à être vraiment là dans l'intimité, vraiment vous-même, vraiment vivante, sans vous cacher derrière la peur du jugement. Et cette présence authentique dans l'intimité est absolument irrésistible pour les hommes de 60 ans qui cherchent une connexion réelle plutôt qu'une performance. Comment développer cette présence dans l'intimité ? C'est un travail qui commence bien avant la chambre à coucher, il commence dans votre relation à votre propre corps, il commence dans la façon dont vous vous touchez, dont vous vous regardez, dont vous vous parlez à vous-même. Il commence dans la décision consciente de traiter votre corps avec la même bienveillance et la même curiosité que vous aimeriez qu'on lui porte. Il y a une pratique que je recommande souvent qui s'appelle la contemplation bienveillante. C'est très simple. Une fois par jour, prenez une minute pour vous regarder dans le miroir, pas pour chercher les défauts, pas pour évaluer et critiquer, mais simplement pour vous voir, pour noter ce qui est là. La ligne de votre mâchoire, la couleur de vos yeux, la façon dont vos épaules portent tout ce qu'elles ont porté, et au lieu de juger, essayez simplement de voir. Avec la même neutralité bienveillante que vous porteriez sur le paysage par la fenêtre. Cette pratique, faite régulièrement, change progressivement votre rapport à votre corps. Elle ne vous rend pas aveugle à ses imperfections, mais elle vous apprend à le voir dans sa totalité, pas seulement à travers le prisme de ce qui ne correspond pas aux standards culturels. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose d'extrêmement important, quelque chose que j'observe très fréquemment dans mon travail clinique et qui a un impact considérable sur la vie amoureuse des femmes après 50 ans. Je veux vous parler de ce que j'appelle les croyances limitantes sur la valeur personnelle. Les croyances limitantes sur la valeur personnelle, ce sont ces convictions profondes, souvent inconscientes, qui disent des choses comme « je suis trop vieille pour être désirée, je suis trop compliquée, j'ai trop de bagages ». Les hommes bien sont tous pris. Je ne mérite pas une belle relation. Il m'a quitté parce que je ne suis pas assez bien. Ces croyances-là, elles ne sont pas la vérité, mais elles fonctionnent comme si elles l'étaient. Elles colorent toutes vos interactions. Elles influencent la façon dont vous vous présentez, dont vous parlez, dont vous vous comportez dans les relations. Et elles finissent par créer des prophéties auto-réalisatrices. Si vous croyez que vous n'êtes pas désirable, vous allez vous comporter de façon à confirmer cette croyance, vous allez vous cacher, vous allez vous excuser, vous allez vous rendre invisible. Et les gens vont effectivement ne pas vous voir, non pas parce que vous n'êtes pas désirable, mais parce que vous leur avez dit de ne pas vous regarder. Y déterrer ces croyances limitantes est la première étape pour s'en libérer et pour les identifier. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut se poser la question, qu'est-ce que je crois vraiment sur moi-même et sur ma valeur dans les relations ? Et écouter la réponse honnête, pas la réponse politiquement correcte, pas la réponse qu'on donnait à une amie, mais la vraie réponse intérieure.
Une fois que vous avez identifié une croyance limitante, la deuxième étape, c'est de la questionner. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai des preuves que c'est vrai? Est-ce que j'ai des preuves que c'est faux? Et souvent, quand on examine ces croyances à la lumière des faits réels, on découvre qu'elles sont beaucoup moins solides qu'on le pensait. Qu'elle repose sur des interprétations, sur des généralisations, sur des messages reçus dans l'enfance ou dans des relations douloureuses, mais pas sur la réalité objective. La troisième étape, c'est de remplacer la croyance limitante par une croyance plus juste. Pas une croyance naïvement positive, pas je suis parfaite et tout le monde m'aime, mais quelque chose de plus nuancé et de plus vrai, quelque chose comme j'ai traversé des choses difficiles et j'en suis sorti plus forte, j'ai des qualités réelles et une profondeur que les bonnes personnes sauront apprécier. Je mérite une relation respectueuse et épanouissante. Ces remplacements de croyances ne se font pas du jour au lendemain. C'est un travail qui prend du temps et qui est parfois facilité par un accompagnement professionnel. Mais même sans accompagnement, le simple fait de commencer à questionner vos croyances limitantes peut créer des changements significatifs dans votre façon de vous voir et dans votre façon d'être vu. Je veux maintenant vous parler de la communication dans les relations et plus spécifiquement de la façon dont les femmes et les hommes de 60 ans communiquent différemment et de comment ces différences peuvent être une source de connexion plutôt qu'une source de conflit. Les hommes et les femmes ont des styles de communication qui diffèrent de façon significative et ces différences sont à la fois biologiques et culturelles. Les femmes ont tendance à communiquer de façon relationnelle, c'est-à-dire que la communication est pour elles un moyen de créer et de maintenir le lien. Elles parlent pour se connecter, pour partager, pour être comprises. Les hommes ont tendance à communiquer de façon instrumentale, c'est-à-dire que la communication est pour eux un moyen de résoudre des problèmes ou de transmettre des informations. Ces différences créent souvent des malentendus. Une femme qui parle d'un problème veut souvent être entendue et comprise, pas nécessairement qu'on lui donne des solutions. Un homme qui écoute un problème a souvent l'impulsion de proposer des solutions parce que c'est comme ça qu'il exprime son soutien. Et quand la femme dit « tu ne m'écoutes pas » et l'homme dit « mais je t'ai donné 3 solutions », ils ont tous les deux l'impression d'avoir bien communiqué et de ne pas être compris. C'est une source de frustration extrêmement courante. Mais voici ce qui change après 60 ans. Les hommes de 60 ans qui ont fait un minimum de travail sur eux-mêmes ont souvent développé une capacité d'écoute et d'empathie qu'ils n'avaient pas dans leur jeunesse. Ils ont appris parfois à leurs dépens que résoudre les problèmes des autres sans d'abord les écouter n'est pas du tout ce que les gens veulent. Et ils sont souvent beaucoup plus disponibles pour une communication émotionnelle profonde qu'ils ne l'étaient à 30 ou 40 ans. Et de votre côté, vous pouvez faciliter cette communication en étant explicite sur ce que vous cherchez dans une conversation. Vous pouvez dire « je n'ai pas besoin de solution là, j'ai juste besoin d'être entendu ». Ou au contraire, j'aimerais ton avis sur cette situation. Cette explicitation, qui peut sembler maladroite au début, est en réalité un acte de respect et d'intelligence. Elle évite les malentendus, elle crée un espace de communication clair. Et elle dit à l'autre, je te fais confiance pour être là pour moi de la bonne façon. Je veux aussi vous parler de quelque chose que j'appelle la gestion de la nostalgie. Parce que la nostalgie est une émotion très présente dans les relations après 50 ans. Et elle peut être soit un poison, soit un trésor, selon la façon dont on la gère. La nostalgie peut être un poison quand elle nous maintient prisonnières du passé, quand elle nous fait comparer le présent à une version idéalisée de ce qui était, quand elle nous fait dire les choses étaient mieux avant, quand elle nous empêche de voir et d'apprécier ce qui est là maintenant. Dans ce cas, la nostalgie est une forme de résistance à la vie telle qu'elle est et elle crée une distance entre vous et les personnes qui sont présentes dans votre vie actuelle. Mais la nostalgie peut aussi être un trésor. Elle peut être la source d'une richesse de références, d'histoires, de moments partagés qui donnent une profondeur et une texture à votre façon d'être dans le monde.
Une femme qui peut parler de son passé avec une tendresse tranquille, sans amertume, sans idéalisation excessive. Une femme qui peut rire de ses propres erreurs passées avec une légèreté, qui dit « j'ai appris et j'ai avancé ». Cette femme-là est profondément attractive parce qu'elle dit à l'autre « j'ai une histoire riche et je suis en paix avec elle et je suis prête à construire quelque chose de nouveau ». Alors la question n'est pas d'éliminer la nostalgie, la question est de l'apprivoiser, de lui donner la bonne place, de la laisser enrichir votre présence sans vous y emprisonner. Je veux maintenant vous parler d'un aspect que j'ai un peu effleuré mais sur lequel je veux m'arrêter plus longuement. Je veux vous parler de la confiance en soi et plus spécifiquement de ce que j'appelle la confiance en soi mature. La confiance en soi de la jeunesse, c'est souvent une confiance fragile qui dépend de la validation externe, qui fluctue selon les succès et les échecs, qui est facilement déstabilisée par le regard des autres. Cette confiance-là est compréhensible à 20 ans, mais elle est épuisante et insuffisante à 60 ans. La confiance en soi mature, c'est quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus profond. C'est une confiance qui repose sur la connaissance de soi, sur l'acceptation de ses propres limites et de ses propres forces, sur la certitude que l'on peut traverser les difficultés parce qu'on l'a déjà fait, sur le sentiment que sa propre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Cette confiance mature, vous l'avez peut-être plus que vous ne le pensez, parce que vous avez traversé des choses, parce que vous avez survécu à des situations que vous pensiez insupportables, parce que vous avez fait des choix difficiles et que vous en avez assumé les conséquences, parce que vous avez aimé et perdu et aimé encore. Tout ça construit quelque chose. Tout ça forge une solidité intérieure qui est la base de la confiance mature et les hommes de 60 ans le sentent immédiatement. Ils sentent la différence entre une femme qui cherche désespérément leur validation et une femme qui est bien dans sa peau, qui n'a pas besoin de leur approbation pour se sentir valide, qui est là par choix et non par besoin. Et cette deuxième femme est infiniment plus attractive. Pas parce qu'elle est indifférente, mais parce qu'elle dit « je suis entière en moi-même et je t'invite dans ma vie parce que tu l'enrichis, pas parce que tu la complètes ». Comment développer cette confiance mature? Il y a plusieurs pratiques. L'une d'elles, c'est ce que j'appelle le recensement des preuves. Prenez une feuille de papier et listez toutes les situations difficiles que vous avez traversées et dont vous êtes sorti. Toutes les fois où vous avez cru que vous n'y arriveriez pas et où vous y êtes arrivé quand même, toutes les fois où vous avez fait quelque chose de courageux, même si personne ne l'a remarqué. Ce recensement, il est là pour vous rappeler ce que vous savez déjà faire, mais que vous avez peut-être oublié sous le poids des doutes. Une autre pratique, c'est ce que j'appelle l'acte de confiance quotidien. Chaque jour, faites une chose qui vous demande un tout petit peu de courage. Pas quelque chose d'énorme, pas quelque chose qui vous terrorise, mais quelque chose qui vous sort légèrement de votre zone de confort. Abordez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Exprimez une opinion que vous auriez habituellement gardée pour vous. Essayez quelque chose de nouveau. Chaque acte de confiance, aussi petit soit-il, renforce le sentiment de compétence et d'efficacité personnelle et ces petits actes s'accumulent et construisent progressivement une confiance plus solide et plus durable. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat, quelque chose qui touche à la fois à la psychologie et à la réalité sociale. Je veux vous parler de la jalousie et de la comparaison et de comment ces deux émotions peuvent vous détruire si vous ne les gérez pas avec intelligence. La jalousie est une émotion humaine normale. Tout le monde la ressent à un moment ou à un autre. Et elle n'est pas intrinsèquement mauvaise, elle peut être un signal utile, un indicateur de ce qui compte pour vous, de ce que vous voulez, de ce que vous avez peur de perdre. Mais quand elle devient chronique, quand elle envahit votre façon de voir le monde et vos relations, elle devient destructrice. Et dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, la jalousie prend souvent la forme de la comparaison avec d'autres femmes. Vous vous comparez à la nouvelle compagne de votre ex. Vous vous comparez aux femmes plus jeunes que vous voyez avec des hommes de votre âge. Vous vous comparez aux amis qui semblent avoir une vie amoureuse épanouissante.
Et chaque comparaison vous diminue, vous érode, vous convainc un peu plus que vous n'êtes pas assez bien. Voici ce que la neuroscience nous dit sur la comparaison sociale. Notre cerveau est câblé pour comparer. C'est un mécanisme évolutif qui avait une utilité dans un contexte de survie, mais dans notre contexte actuel, ce mécanisme tourne souvent à vide et produit des souffrances inutiles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas entraîner son cerveau à comparer différemment. On peut l'entraîner à se comparer non pas aux autres, mais à soi-même d'hier. Est-ce que je suis plus paix qu'il y a un an? Est-ce que je me connais mieux? Est-ce que j'ai grandi? Cette comparaison avec soi-même est non seulement beaucoup plus bienveillante, elle est aussi beaucoup plus utile. Parce qu'elle oriente votre attention vers votre propre progression plutôt que vers les manques imaginaires que la comparaison avec les autres génère. Je veux aussi vous parler de quelque chose que j'appelle la gestion de la peur de l'abandon. Parce que cette peur est extrêmement courante chez les femmes qui ont vécu une séparation ou un divorce et elle a un impact considérable sur leur comportement dans les nouvelles relations. La peur de l'abandon se manifeste de 1000 façons. Elle peut se manifester par une hypervigilance au signe de désintérêt de l'autre, par une tendance à interpréter les comportements neutres comme des signes de rejet, par une dépendance émotionnelle qui pousse à chercher constamment la réassurance, par une difficulté à laisser de l'espace dans la relation, par peur que cet espace soit comblé par quelqu'un d'autre, par une tendance à étouffer l'autre sous l'attention et l'affection dans l'espoir de le retenir. Et paradoxalement, tous ces comportements qui viennent de la peur de l'abandon ont tendance à provoquer exactement ce qu'ils cherchent à éviter, parce qu'ils créent une pression et une intensité qui sont épuisantes pour l'autre, parce qu'ils disent à l'autre « je ne me fais pas confiance » et « je ne te fais pas confiance » et « je ne te fais pas confiance ». Et les hommes de 60 ans qui cherchent une relation légère et profonde, à la fois qui cherchent quelqu'un avec qui ils peuvent respirer, ces hommes-là vont naturellement s'éloigner de cette pression. La solution n'est pas de ne pas ressentir cette peur, La solution est de la reconnaître, de l'accueillir sans la laisser diriger vos comportements et de développer progressivement une sécurité intérieure qui ne dépend pas de la présence constante de l'autre. Cette sécurité intérieure se développe de plusieurs façons. D'abord, en construisant une vie qui vous appartient, une vie riche d'activités, d'amis, de projets, d'intérêts qui vous nourrissent indépendamment de votre relation amoureuse. Ensuite, en travaillant sur vos croyances limitantes sur l'amour et l'abandon, souvent hérités de l'enfance ou de relations passées. Et enfin, en pratiquant ce que j'appelle la confiance dans l'incertitude, c'est-à-dire la capacité à accepter que l'avenir est incertain, que vous ne pouvez pas contrôler ce que l'autre va faire et que vous survivrez quoi qu'il arrive. Parce que vous l'avez déjà prouvé, permettez-moi de vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous voulez vraiment dans une relation ? Pas ce que vous pensez devoir vouloir, pas ce que votre mère voulait pour vous, pas ce que les films vous ont dit que vous deviez vouloir, mais ce que vous, vraiment, au fond de vous-même, voulez dans une relation. Quelle sorte de connexion cherchez-vous? Quelle sorte d'intimité? Quelle sorte de complicité? Quelle sorte de liberté dans le lien? Je pose cette question parce que beaucoup de femmes cherchent des relations sans avoir clairement défini ce qu'elles cherchent. Et sans cette clarté, elles acceptent souvent ce qui vient plutôt que ce qui leur convient. Elles s'adaptent à ce que l'autre veut sans vérifier si c'est aussi ce qu'elles veulent. Et elles finissent dans des relations qui ne les nourrissent pas vraiment, des relations dans lesquelles elles s'éteignent progressivement. Prendre le temps de définir ce que vous voulez vraiment, c'est un acte de respect envers vous-même. Et c'est aussi un acte d'honnêteté envers les personnes que vous rencontrez, parce que quand vous savez ce que vous voulez, vous pouvez le communiquer clairement. Et vous pouvez aussi reconnaître plus facilement quand quelqu'un ne peut pas ou ne veut pas vous l'offrir. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle l'art de la réciprocité. Parce que les relations les plus épanouissantes que j'ai observées dans ma pratique clinique, les relations qui durent et qui grandissent et qui nourrissent les deux partenaires, ces relations ont tout en commun une qualité de réciprocité.
Une qualité d'échange équilibré où les deux personnes donnent et reçoivent, où les deux personnes sont vues et voient l'autre, où les deux personnes se sentent à la fois nourries et nourrissantes. Et la réciprocité commence par votre capacité à recevoir. Je sais que ça peut sembler paradoxal. On parle souvent de donner dans les relations, de s'investir, de faire des efforts, mais recevoir est tout aussi important. Et c'est souvent beaucoup plus difficile. Beaucoup de femmes ont appris à donner, à s'occuper des autres, à anticiper les besoins de l'autre, mais elles ont du mal à recevoir. Elles minimisent les compliments. Elle refuse l'aide. Elle se sent redevable quand quelqu'un fait quelque chose pour elle. Et cette difficulté à recevoir crée un déséquilibre dans la relation. Elle prive l'autre du plaisir de donner. Elle dit à l'autre « Je n'ai pas besoin de toi, je peux tout gérer seule ». Et elle crée une dynamique où vous êtes toujours celle qui donne et jamais celle qui reçoit, ce qui est épuisant et insatisfaisant pour vous et finalement décourageant pour l'autre. Apprendre à recevoir, c'est apprendre à dire merci sans minimiser, c'est accepter l'aide sans se sentir diminué, c'est laisser l'autre prendre soin de vous sans interpréter ça comme une faiblesse, et c'est quelque chose qui s'apprend, qui se pratique, qui devient progressivement plus naturel. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la puissance du rire partagé, parce que l'humour, la légèreté et la capacité à rire ensemble, c'est l'un des ciments les plus puissants des relations durables. Et c'est quelque chose que les femmes de votre âge ont souvent développé à un niveau extraordinaire. L'humour mature, l'humour qui a traversé les épreuves, qui sait rire de lui-même, qui trouve le côté absurde de la vie sans tomber dans le cynisme, cet humour-là est absolument magnétique. Les hommes de 60 ans qui ont eux-mêmes développé cette capacité à trouver l'humour dans les situations difficiles sont profondément attirés par les femmes qui partagent cette façon de voir le monde. Et voici quelque chose d'intéressant que les études en psychologie sociale nous montrent. La capacité à faire rire quelqu'un est perçue comme un signe d'intelligence et de confiance en soi. Et la capacité à être touché par l'humour de l'autre, à vraiment rire avec lui, est perçue comme un signe de connexion authentique. Quand deux personnes rient ensemble de la même chose, quelque chose se passe dans leur cerveau qui crée un sentiment de complicité et de connexion qui est très difficile à obtenir autrement. Alors cultivez votre sens de l'humour. Pas en essayant d'être drôle à tout prix, pas en performant la légèreté, mais en vous permettant de voir le côté comique de la vie, en vous permettant de rire de vous-même avec tendresse, en vous permettant de partager des moments de légèreté, même quand la vie est sérieuse. Cette légèreté n'est pas une fuite de la réalité, c'est une façon de la rendre plus habitable, c'est une façon de la rendre plus habitable. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de très concret, quelque chose que vous pouvez faire dès ce soir. Je veux vous parler de ce que j'appelle le rituel de la reconnexion à soi, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'ici, tous ces piliers, toutes ces pratiques, ils reposent sur une chose fondamentale, ils reposent sur votre relation à vous-même. Et si cette relation est distante, si vous avez perdu le contact avec vous-même dans la course du quotidien, dans les rôles que vous jouez, dans les attentes que vous essayez de satisfaire, alors tout le reste devient beaucoup plus difficile. Satisfaire, alors tout le reste devient beaucoup plus difficile. Le rituel de la reconnexion à soi, c'est très simple, c'est prendre chaque jour un moment, même court, même 10 minutes pour être avec vous-même, pas pour faire quelque chose de productif, pas pour résoudre un problème, juste pour être là avec vous-même dans le silence ou dans la musique ou dans la nature et vous demander comment vous allez vraiment, pas comment vous allez en termes de tâches accomplies et d'obligations remplies, mais comment vous allez en termes de vitalité, d'émotion, de désir, d'énergie. Ce rituel peut prendre 1000 formes. Une promenade seule, un bain avec de la musique, quelques pages d'un journal, une méditation de pleine conscience. L'important, c'est la régularité et l'intention. L'intention d'être avec vous-même, de vous écouter, de vous traiter avec la même attention bienveillante que vous porteriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Et voici ce qui est fascinant.
Les femmes qui pratiquent ce rituel régulièrement rapportent non seulement une amélioration de leur bien-être intérieur, mais aussi une transformation de leurs relations. Parce que quand vous êtes en contact avec vous-même, vous êtes plus présente aux autres. Quand vous vous écoutez mieux les autres. Quand vous vous traitez avec bienveillance, vous rayonnez quelque chose de doux et de fort à la fois qui attire les gens vers vous. Je veux maintenant vous parler de la dimension sociale de l'attractivité, parce que l'attraction ne se joue pas uniquement en tête à tête. Elle se joue aussi dans les contextes sociaux, dans la façon dont vous vous comportez en groupe, dans la façon dont vous traitez les gens autour de vous, dans la façon dont vous vous positionnez dans les interactions collectives. Les hommes de 60 ans observent. Ils observent comment vous traitez le serveur au restaurant, comment vous parlez de vos amis quand elles ne sont pas là, comment vous réagissez quand quelqu'un dit quelque chose d'injuste, comment vous vous comportez quand vous êtes dans votre zone de confort et quand vous ne l'êtes pas. Et tout ça leur dit quelque chose d'essentiel sur qui vous êtes vraiment. Une femme qui est gentille avec puissant et méprisante avec les faibles, ça se voit. Une femme qui dit du bien des gens en leur absence, ça se voit aussi. Une femme qui garde sa dignité et sa grâce, même dans les situations difficiles, ça se voit, et ces choses-là, elles comptent énormément pour les hommes matures qui ont appris à regarder au-delà des apparences. Alors soyez attentive à la façon dont vous vous comportez dans les situations sociales, pas pour performer la gentillesse, mais pour vous assurer que vos comportements reflètent vraiment vos valeurs, que vous êtes cohérente, que vous êtes la même personne en public et en privé. Cette cohérence, cette intégrité est l'une des qualités les plus attractives qui soient. Je veux aussi vous parler de quelque chose que j'appelle l'art de l'espace dans la relation. Parce que l'une des erreurs les plus courantes que j'observe dans les relations après 50 ans, c'est la tendance à vouloir combler tout l'espace, à être trop présente, trop disponible, trop impliquée. Et cette surprésence, paradoxalement, crée de la distance. Les hommes de 60 ans ont besoin d'espace. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas parce qu'ils cherchent autre chose, mais parce que l'espace est nécessaire à tout être humain pour se ressourcer, pour se retrouver, pour maintenir son propre sens d'identité dans la relation. Et quand vous respectez cet espace, quand vous ne le remplissez pas d'anxiété et de questions et de demandes d'attention, vous créez quelque chose de précieux, vous créez la possibilité du manque. Et le manque, la vraie absence, est l'un des moteurs les plus puissants du désir. Permettez-moi de vous donner un exemple concret. Imaginez deux femmes qui ont chacune rencontré un homme intéressant. La première femme, chaque fois que l'homme n'est pas là, lui envoie des messages, lui pose des questions sur ce qu'il fait, lui demande quand ils vont se revoir. La deuxième femme, quand l'homme n'est pas là, vit sa vie. Elle voit ses amis, elle fait ses activités, elle s'occupe de ses projets, et quand l'homme réapparaît, elle est vraiment contente de le voir, mais elle n'était pas en train de l'attendre. Laquelle des deux est plus attractif? La réponse est évidente. Pas parce que la deuxième femme est indifférente, mais parce qu'elle a une vie qui lui appartient. Et cette vie qui lui appartient dit à l'homme, je suis entière en moi-même et être avec toi est un choix que je fais parce que ça m'enrichit, pas une nécessité de survie. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est, selon moi, l'un des aspects les plus sous-estimés de l'attractivité après 60 ans. Je veux vous parler du projet de vie, du sens, de la direction. Les femmes qui ont un projet de vie, qui savent où elles vont, qui ont des rêves et des objectifs et des choses qui les font se lever le matin avec enthousiasme, ces femmes-là rayonnent quelque chose d'absolument unique. Elles rayonnent ce que j'appelle la vitalité orientée, une vitalité qui a une direction, qui va quelque part, qui construit quelque chose. Et les hommes de 60 ans qui sont eux-mêmes souvent en train de redéfinir leur sens et leur direction après une vie de carrière et de responsabilité familiale Ces hommes-là sont profondément attirés par les femmes qui ont cette vitalité orientée parce qu'elles leur donnent envie de construire quelque chose ensemble. Parce qu'elle leur dit, si tu viens dans ma vie, ce sera une aventure, pas un refuge. Alors, si vous n'avez pas encore de projet de vie clairement défini, c'est le moment d'y réfléchir. Pas un grand plan de vie élaboré sur 10 ans, juste quelques réponses à ces questions simples.
Est-ce qui me passionne vraiment? Qu'est-ce que je voudrais avoir fait dans 10 ans? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie quand j'y pense? Et comment est-ce que je peux commencer à aller dans cette direction, même par de petits pas? Ce projet de vie, il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il peut être d'apprendre une nouvelle langue, de voyager dans des endroits que vous n'avez jamais vus, d'écrire un livre, de créer quelque chose de vos mains, de vous investir dans une cause qui vous tient à cœur. L'important, c'est que ce soit vraiment le vôtre, que ça vienne de vos valeurs profondes, de vos désirs authentiques, pas de ce que vous pensez devoir vouloir. Je veux maintenant vous parler de quelque chose d'important concernant les hommes qui ont 60 ans et qui viennent de sortir d'une longue relation. Parce que si vous êtes en train de chercher à reconquérir votre ex ou à attirer un homme de cet âge qui sort d'un divorce ou d'une séparation, il y a des choses importantes à comprendre sur ce qu'il traverse. Un homme qui sort d'une longue relation est souvent dans un état de vulnérabilité qu'il ne reconnaît pas toujours lui-même. Il peut sembler fort, autonome, décidé, mais en dessous, il y a souvent une confusion profonde, qui n'est pas encore fait, une reconstruction identitaire qui est en cours. Et dans cet état, il peut faire des choix qui ne reflètent pas vraiment ce qu'il veut à long terme. Il peut se précipiter dans une nouvelle relation pour combler le vide. Il peut chercher exactement l'opposé de sa relation précédente. Il peut osciller entre le désir de connexion et le besoin d'espace. Comprendre ce que traverse un homme dans cette situation vous permet de vous positionner de façon beaucoup plus intelligente, plutôt que de vous précipiter pour combler le vide ou de vous mettre en compétition avec la nouvelle relation qu'il pourrait avoir. Vous pouvez choisir d'être une présence stable, bienveillante, sans pression. Une présence qui dit « je suis là, je ne vais nulle part » et quand tu seras prêt à construire quelque chose de réel, tu sauras où me trouver. Cette posture de stabilité bienveillante est infiniment plus efficace que toutes les stratégies de reconquête que vous pourriez trouver sur Internet parce qu'elle respecte le processus de l'autre. Parce qu'elle ne crée pas de pression et parce qu'elle vous positionne comme une femme sûre d'elle-même qui a quelque chose de réel à offrir et qui n'a pas besoin de le forcer. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la beauté de l'imperfection, parce que nous vivons dans une culture qui a une relation très problématique à l'imperfection. Une culture qui nous dit que tout doit être parfait, lisse, sans aspérité, sans cicatrice. Et cette injonction à la perfection est non seulement impossible à satisfaire, elle est aussi profondément anti-attractive. Les vrais liens humains se créent dans l'imperfection. Ils se créent dans les moments où on laisse voir quelque chose de vrai, de vulnérable, d'imparfait. Ils se créent dans la capacité à dire « je ne sais pas » ou « j'ai eu tort » ou « j'ai peur » ou « je suis perdu » parfois. Ces aveux de vulnérabilité, quand ils sont faits avec dignité et sans complaisance, créent une connexion bien plus profonde que n'importe quelle performance de perfection. Les hommes de 60 ans qui ont eux-mêmes leurs propres imperfections et leurs propres cicatrices sont attirés par les femmes qui assument les leurs, pas les femmes qui se plaignent constamment de leurs défauts. Mais les femmes qui peuvent dire « voilà, je suis comme ça avec mes forces et mes faiblesses et je suis en paix avec ça ». Cette acceptation de l'imperfection est une forme de courage. Et le courage, ça aussi, c'est profondément attractif. Je vous parlais maintenant d'un concept que j'ai développé dans ma pratique et qui s'appelle le paradoxe de l'attraction mature. Ce paradoxe dit ceci. Après 50 ans, les choses qui nous rendent les plus attractives sont précisément les choses que nous avons le plus tendance à cacher. Notre profondeur, notre complexité, notre histoire, notre vulnérabilité, notre imperfection assumée, notre sagesse gagnée dans la douleur et inversement, les choses que nous pensons devoir montrer pour être attractives, notre jeunesse retrouvée, notre corps parfait, notre disponibilité totale, notre absence de besoin, ces choses-là sont précisément celles qui nous rendent moins attractives aux yeux des hommes matures. Ce paradoxe, une fois qu'on l'a compris, change tout. Il libère une énergie considérable.
Parce qu'au lieu de dépenser votre énergie à cacher ce que vous êtes et à performer ce que vous n'êtes pas, vous pouvez simplement être vous-même pleinement, avec toute votre richesse et toute votre complexité. Et c'est là que réside, selon moi, la réponse à la question posée au début de cette vidéo. Après 60 ans, les hommes ne désirent plus qu'une seule chose chez les femmes. Et cette chose, c'est vous, la vraie vous, la vous qui a vécu et qui continue de vivre avec passion et curiosité et profondeur, la vous qui n'a plus besoin de se cacher ni de se justifier. La vous qui sait ce qu'elle vaut et qui n'en fait pas tout un plat. La vous qui est là, vraiment là, dans toute sa présence authentique. Voilà ce que les hommes de 60 ans cherchent et voilà ce que vous avez à offrir. Mais à une condition. Vous devez d'abord vous l'offrir à vous-même. Vous devez d'abord vous voir avec les yeux de quelqu'un qui reconnaît votre valeur. Vous devez d'abord décider que vous méritez d'être vu, désiré, respecté, aimé. Et cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. Ni moi, ni votre meilleur ami, ni votre thérapeute, ni l'homme que vous aimez. C'est une décision qui vous appartient entièrement. Et c'est peut-être la décision la plus importante que vous puissiez prendre aujourd'hui. Permettez-moi de vous parler maintenant de quelque chose que j'appelle la renaissance à 50 ans. Parce que je crois profondément, et mes années de pratique clinique me l'ont confirmé, que la cinquantaine et la soixantaine peuvent être les décennies les plus riches et les plus épanouissantes d'une vie de femme. Pas malgré tout ce qu'elle a traversé, mais précisément grâce à tout ce qu'elle a traversé. Il y a une chercheuse américaine, Brené Brown, dont j'admire beaucoup le travail, qui parle de ce qu'elle appelle la wholehearted living, la façon de vivre avec tout son cœur. Et elle décrit cela comme la capacité à s'engager pleinement dans la vie malgré l'incertitude, malgré la vulnérabilité, malgré le risque d'être blessé. Et elle dit que les personnes qui vivent de cette façon ne sont pas celles qui n'ont jamais été blessées. Ce sont celles qui ont été blessées et qui ont choisi de rester ouvertes malgré tout. Cette description me semble parfaite pour les femmes de votre âge qui ont traversé des épreuves et qui ont choisi de rester vivantes, de rester ouvertes, de rester capables d'amour et de désir et de joie. Ces femmes-là ne sont pas des survivantes. Elles sont des guerrières de la vie et elles méritent d'être vues et célébrées comme telles. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de très pratique, quelque chose de concret que vous pouvez commencer à faire dès demain pour transformer votre présence dans les relations. Je veux vous parler de ce que j'appelle le protocole des 7 jours. Le protocole des 7 jours, c'est un ensemble de pratiques simples que vous pouvez intégrer à votre quotidien pendant une semaine et qui vont créer un changement perceptible dans votre façon d'être et dans la façon dont les autres vous perçoivent. Le premier jour, c'est le jour de la conscience. Passez cette journée à observer, sans juger comment vous vous comportez dans vos interactions. Combien de fois vous minimisez ce que vous dites, combien de fois vous vous excusez de prendre de la place, combien de fois vous dites oui quand vous dites oui quand vous pensez non. Juste observer, pas changer encore. Juste voir. Le deuxième jour, c'est le jour de la voix. Choisissez une situation dans la journée où vous allez exprimer clairement ce que vous pensez ou ce que vous pensez ou ce que vous voulez. Une situation où vous auriez normalement tu ou minimisé votre opinion. Pas de façon agressive, juste clairement et calmement. Et observez la réaction. Le troisième jour, c'est le jour du corps. Portez une attention particulière à votre posture, à votre façon de marcher, à votre façon d'occuper l'espace. Essayez de vous tenir un peu plus droite, de marcher un peu plus lentement, de regarder les gens dans les yeux un peu plus longtemps. Pas de façon forcée, mais avec une intention consciente d'habiter votre corps de façon plus pleine. Le quatrième jour, c'est le jour de la curiosité. Cherchez délibérément quelque chose de nouveau à découvrir. Un article sur un sujet que vous ne connaissez pas, une conversation avec quelqu'un que vous n'auriez pas abordé spontanément, un chemin différent pour rentrer chez vous.
Nourrissez votre curiosité vivante. Le 5e jour, c'est le jour de la joie. Faites une chose qui vous fait vraiment plaisir, juste pour le plaisir, sans justification, sans utilité, quelque chose qui vous fait rire ou qui vous touche ou qui vous nourrit, et permettez-vous de le savourer pleinement. Le 6e jour, c'est le jour de la connexion. Prenez le temps d'une vraie conversation avec quelqu'un que vous aimez, une conversation où vous êtes vraiment présente, vraiment à l'écoute, vraiment là. Pas une conversation en faisant autre chose. Une vraie conversation, les yeux dans les yeux, avec toute votre attention. Le 7e jour, c'est le jour de la gratitude. Prenez le temps de noter tout ce que vous avez, tout ce que vous avez accompli. Pas pour vous féliciter de façon narcissique, et pour vous rappeler la richesse de ce qui est déjà là, la richesse de votre vie, de vos relations, de vos expériences, de vos forces. Ce protocole des 7 jours n'est pas une solution magique, mais c'est un point de départ. Un point de départ pour commencer à vous voir différemment, à vous traiter différemment et donc à être vu différemment par les autres. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que j'appelle la dynamique de la réattraction. Parce que beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo ont peut-être un ex dont elles voudraient retrouver l'attention ou un homme dans leur vie dont elles voudraient raviver le désir, et je veux vous donner des outils concrets pour cela. La réattraction, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne se joue pas dans les grandes déclarations ou les gestes spectaculaires. Elle se joue dans les petites choses du quotidien. Elle se joue dans la façon dont vous vous transformez, pas pour lui mais pour vous-même, et dans la façon dont cette transformation devient visible. Le premier outil de la réattraction, c'est ce que j'appelle la disparition stratégique. Pas la disparition calculée dont je parlais tout à l'heure, la fausse indisponibilité, mais une vraie disparition, une vraie prise de distance temporaire qui vous permet de vous retrouver, de vous reconstruire, de redevenir vous-même. Et cette vraie disparition, elle n'est pas calculée pour lui manquer, même si c'est souvent son effet. Elle est faite pour vous recentrer, pour vous rappeler qui vous êtes en dehors de cette relation. Le deuxième outil, c'est ce que j'appelle la transformation visible. C'est le fait de vous investir dans votre propre développement, dans votre propre épanouissement de façon visible, pas pour le rendre jaloux, pas pour lui montrer ce qu'il rate, mais parce que vous choisissez de vivre pleinement et que cette vie pleine est naturellement attractive. Le troisième outil, c'est ce que j'appelle la réintroduction de la légèreté. Beaucoup de relations s'éteignent progressivement sous le poids de la routine, des responsabilités, des conflits non résolus. Et quand on essaye de les raviver, on a tendance à aller vers le sérieux, vers les grandes conversations, vers les bilans de relations. Et parfois, ce dont la relation a le plus besoin, c'est exactement l'inverse. C'est un moment de légèreté, de rire, de complicité sans enjeu. Un repas partagé sans agata, une blague qui rappelle les bons moments, un moment de jeu qui dit « je me souviens qu'on était bien ensemble ». Le quatrième outil, c'est ce que j'appelle la communication non défensive. Dans les relations qui ont traversé des conflits, il y a souvent une accumulation de défense, de murs, de réflexes protecteurs qui empêchent la vraie connexion. Et la communication non défensive, c'est la capacité à baisser ses défenses, à parler sans accuser, à écouter sans se défendre, à dire ce qu'on ressent sans attaquer l'autre. C'est difficile, c'est même très difficile parfois, mais c'est la seule façon de créer un espace où la connexion réelle est possible. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de fondamental que j'ai gardé pour la fin, quelque chose qui englobe tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Je veux vous parler de ce que j'appelle la décision de vous aimer. La décision de vous aimer, ce n'est pas un concept vague de développement personnel, c'est une décision concrète, quotidienne, qui se manifeste dans des comportements précis. C'est la décision de vous traiter avec la même bienveillance que vous porteriez à quelqu'un que vous aimez profondément. C'est la décision de défendre vos propres besoins et vos propres limites. C'est la décision de ne pas accepter des relations ou des situations qui vous diminuent. C'est la décision de vous nourrir physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement.
Et cette décision, quand elle est vraiment prise et vraiment vécue, change tout, elle change votre énergie, elle change votre présence, elle change la façon dont vous entrez dans une pièce, la façon dont vous parlez, la façon dont vous regardez les gens. Elle change la façon dont les autres vous voient et vous traitent. Et elle change les hommes que vous attirez. Parce que les hommes que vous attirez, quand vous vous aimez, vraiment sont très différents des hommes que vous attirez. Quand vous avez besoin d'être aimé pour vous sentir valide. Les premiers sont des partenaires, les seconds sont des béquilles. Et la différence entre une relation de partenariat et une relation de dépendance, c'est précisément votre propre rapport à vous-même. Je veux conclure avec quelque chose qui me tient profondément à cœur. Quelque chose que je dis souvent à mes patientes et que je veux vous dire à vous aujourd'hui. Vous êtes à un âge extraordinaire. Pas malgré les années qui sont passées. Grâce à elles, vous avez une richesse, une profondeur, une sagesse, une vitalité que vous n'aviez pas à avoir à 20 ans et que vous ne pourriez pas avoir à 20 ans. Vous avez traversé des choses qui vous ont forgé. Vous avez aimé et perdu et aimé encore. Vous avez appris à vous connaître d'une façon que seule la vie peut enseigner. Et tout ça, tout ce que vous êtes traversé, tout ce que vous êtes, c'est votre plus grand atout. Ne le cachez pas, ne vous en excusez pas, ne le minimisez pas, offrez-le. Offrez-le d'abord à vous-même, puis aux personnes qui méritent de le recevoir. Les hommes de 60 ans ne désirent plus qu'une seule chose chez les femmes. Et cette chose, c'est précisément ce que vous êtes. Quand vous êtes vraiment vous-même, quand vous êtes vraiment là, quand vous êtes vraiment vivante, alors soyez vous-même pleinement, courageusement, sans vous excuser, parce que vous êtes exactement ce que le monde et les hommes qui vous entourent ont besoin de voir. Une femme qui a vécu, qui a appris, qui a souffert, qui a ri, qui a aimé et qui a choisi malgré tout et grâce à tout de rester vivante et ouverte et désirante et désirable. C'est ça la femme que les hommes de 60 ans cherchent. Et c'est ça la femme que vous pouvez être, que vous êtes déjà peut-être si vous acceptez de vous voir vraiment. Si cette conversation vous a apporté quelque chose, si elle a allumé quelque chose en vous, même une petite flamme, partagez-la avec une femme que vous aimez parce que ces conversations-là, on en a besoin. Parce que ces conversations-là, on en a besoin. On en a besoin entre femmes, entre générations, dans les familles, dans les cercles d'amis. On a besoin de se dire les unes aux autres, tu es précieuse, tu es profonde, tu mérites d'être vue et aimée pour ce que tu es vraiment. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire parce que je continuerai à vous apporter des outils, des éclairages, des conversations comme celle-ci. Régulièrement, avec toute la rigueur et toute la chaleur dont je suis capable, parce que vous méritez d'avoir accès à ces informations. Et parce que votre épanouissement, votre vitalité, votre joie, ça compte énormément. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir choisi de chercher plutôt que de subir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine conversation.